Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va suivre. Je vous remercie d'être présent du coup pour cette conférence qui aura pour thème les erreurs classiques dans une campagne de vidéo marketing. D'abord, je commence par me présenter. Je m'appelle Thibaut Poupert, j'ai 37 ans. Je suis réalisateur de films de marque pour les entreprises. Je suis producteur également pour une société qui s'appelle Maëly Productions et que j'ai créée en 2014. En parallèle de ça, je suis ce qu'on appelle chef opérateur. Donc pour faire simple, c'est cadreur. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais cadreur en tant qu'indépendant. Et en fait, ce double statut du coup de producteur d'un côté en société et indépendant de l'autre me permet en fait à la fois d'aller en tant que chef opérateur travailler avec des agences de com ou avec des boîtes de prod qui me permettent de travailler sur des projets un petit peu importants pour des grosses marques et après d'aller récupérer de la bonne pratique et de la transmettre en tant que producteur à des marques qui seraient un petit peu plus petites, un peu plus accessibles pour moi. En parallèle de ça, je suis en train de créer une marque liée à la vidéo team building, mais ça, ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai une relation un peu proche avec le SEO Camp puisque c'est la 9e édition à laquelle j'assiste. Généralement, je suis à la place de mes collègues qui sont juste là, Julien et Max, puisqu'en fait, on est en charge de la couverture vidéo en fait, du SEO Campus depuis 9 ans. Du coup, c'est un monde que j'ai vu évoluer. On a vu beaucoup de pulls à capuche au début, on voit un petit peu plus de costards aujourd'hui. C'est très très chouette de voir cette évolution. Et pour ma part, c'est la toute première fois que j'anime une conférence. Cette conférence, elle est destinée, j'ai regardé un petit peu les profils en fait, vos profils, et j'ai remarqué qu'on est plutôt globalement sur des sociétés qui vont être entre 50 et 150 salariés. Donc je vais me focus en fait sur ce que j'imagine de vos besoins, donc des marques de taille moyenne qui inscrivent évidemment la vidéo dans une stratégie globale. Et l'objectif, en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour aller voir votre boîte de prod en étant bien équipé. Donc, c'est donner des clés intellectuelles. On va pas vraiment parler de technique. Je donnerai à la fin, on a une petite slide pour les personnes qui voudront faire la vidéo eux-mêmes, mais c'est pas forcément l'objet de la conférence. Il n'est pas nécessaire, ou très peu nécessaire en tout cas, de rappeler à quel point la vidéo est importante dans les stratégies marketing modernes. Je vous donne juste 4 chiffres qui m'ont semblé très importants. Le premier, c'est qu'en moyenne, en France, on regarde 1h40 de vidéos par jour. C'est énorme. Sur les réseaux sociaux, on a 12 fois plus de chances de voir sa vidéo partagée si c'est une vidéo plutôt qu'un texte ou une photo. On a un quart des boîtes qui communiquent toutes les semaines en vidéo et HubSpot nous dit qu'en moyenne sur ces boîtes-là, on est sur 18 vidéos par mois. Donc c'est énorme, là encore. Et une petite slide une petite stat, pardon, qui me semblait important pour une conférence sur une cible SEO, c'est qu'un site internet a 53 fois plus de chances d'atteindre la première SERP si la landing page contient une vidéo. Donc il y aurait encore plein de chiffres qu'on pourrait rappeler pour rappeler l'importance de la vidéo, mais ceux-ci m'ont paru principaux. Je vous donne, sur cette slide-là, je vous donne juste une petite vision de comment, en général, une vidéo est produite. C'est pas un schéma figé, mais dans la pratique, on retrouve souvent ce type de schéma-là. Donc en fait, on a une marque qui va aller voir une agence de com, qui va réfléchir autour de la stratégie. Elle-même va aller voir une agence de diffusion pour anticiper comment cette campagne sera diffusée. Ensuite, on va commencer à produire la vidéo. Et ce qui est important, on aura une petite slide sur les agences de prod tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est de rappeler dès maintenant que l'agence de prod, généralement, se fait accompagner par des indépendants. Les agences de prod sont souvent des petites structures de 3, 4, 10 personnes, et elles vont pas avoir forcément des compétences techniques en interne, mais elles vont externaliser les compétences techniques telles que le cadre, le maquillage, le montage, etc. Et on arrive enfin au contenu vidéo. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on ne s'occupe pas des agences de com et des agences de diffusion et qu'on imagine que vous, en tant que marque, vous alliez directement voir votre agence de prod, voir votre indépendant, parce que ça peut aussi beaucoup se passer comme ça. On commence tout de suite par une règle d'or que j'ai envie de rappeler. Vous allez voir que l'ensemble de ma conférence, en fait, elle va être basée sur un constat qui est très simple. C'est que quand on parle de vidéo, la vidéo permet en fait
d'exacerber la créativité du demandeur. Et comment dire, ce processus d'esprit-là fait qu'on en oublie une règle de base, c'est que la vidéo doit faire partie d'une stratégie marketing globale, quoi. En fait, tout simplement, comme vous le feriez pour un article de blog, comme vous feriez pour des photos, pour un site internet, vous allez penser à différentes étapes de votre stratégie marketing de façon hyper logique. Par contre, dès qu'on pense à vidéo, en fait, on oublie toutes ces logiques-là parce qu'on a plein d'idées, parce qu'on a envie de... On se dit qu'on vend un robinet, donc on va tout de suite se dire « Ah, si pour vendre mon robinet, je vais mettre en scène telle personne qui va faire tel truc. » Et en fait, on oublie tout simplement qu'en fait, il faut s'adresser à des cibles, qu'on a une stratégie globale. Donc, je vais d'abord vous rappeler quelques éléments, mais vous connaissez déjà, mais je vais vous les rappeler quand même parce qu'ils sont importants. Et puis ensuite, on va parler un peu d'éléments de contenu. Hop, donc la première, c'est évidemment de déterminer un objectif. Pourquoi vous voulez faire une vidéo? C'est tout bête, mais si je vous le dis, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup d'interactions avec des gens qui se font des vidéos et on oublie très souvent de savoir pourquoi en fait on veut le faire et de choisir quelque chose de très précis. Est-ce qu'on veut faire une vidéo parce qu'on veut vendre un produit? Est-ce qu'on veut générer du trafic sur son site? Est-ce qu'on veut créer de l'engagement avec sa cible? Comme pour tout, hein, choisir c'est renoncer, vendre un produit c'est pas générer du trafic et vice-versa, donc déterminer votre objectif dès le départ. Bon, la slide obligatoire, mais que vous connaissez tous, évidemment, pensez à votre cible. Redéterminez-la si ce n'est pas déjà fait ou si elle a évolué depuis vos précédentes campagnes sur d'autres supports. Rappelez-vous, hein, enfin c'est tout bête, hein, encore une fois c'est évident, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours qu'on oublie très vite qu'une cible c'est un être humain. Même si entre la vidéo et l'être humain, il y a des serveurs, il y a des fils, il y a des trucs qui sont inhumains, mais à la fin, c'est comme une connexion entre des êtres humains. Donc rappelons-nous-le. L'autre étape, là encore, j'imagine que vous connaissez tous, mais c'est le parcours client. Donc déterminez bien dans votre campagne vidéo à quelle étape du parcours client vous allez positionner votre cible, ou alors où est-ce qu'elle est positionnée? Est-ce qu'elle est au moment où vous la tirez? Est-ce que c'est au moment où vous la convertissez, au moment où vous closez, au moment où vous la fidélisez? Ça, de cette étape-là va évidemment déterminer le format. Et pas avant, encore une fois, hein, je pense, je répète, mais tant qu'on n'a pas pensé à ces 3-4 éléments, enfin il y en a un quatrième qui vient juste après, tant qu'on n'a pas pensé à ces 4 éléments, on ne pense pas format, on pense pas, enfin on s'auto, il faut être capable de s'auto-censurer en fait sur les idées créatives qui viendront un petit peu après. Et la dernière, c'est évidemment la diffusion. Donc où est-ce que se situe votre cible? Tout à l'heure, je n'ai pas précisé, mais en termes de diffusion, cette conférence, elle est axée essentiellement sur le monde digital. On aurait beaucoup aussi d'autres types de diffusion, hein, la télé, le ciné, qui reste, les pubs ciné, qui restent ultra importantes pour certaines marques. Mais aujourd'hui, on ne va pas se concentrer là-dessus parce qu'on est quand même plutôt dans l'univers du digital. Vous verrez qu'il y a un des réseaux sociaux que j'ai blanchi. Vous avez aussi le droit de ne pas... Enfin, il y a un réseau social très connu que je n'ai pas évoqué ici. Vous avez aussi le droit de ne pas... de boycotter certains réseaux si vous estimez qu'ils ne sont pas en lien avec l'image de votre marque. Une fois que vous avez passé au moins ces quatre étapes, il y en aurait probablement d'autres, mais en tout cas ces quatre premières étapes de la cible, de la diffusion, du parcours client et de l'objectif, une fois que vous avez passé ces 4 étapes, vous pouvez enfin commencer à penser au format. Et je pense que c'est vraiment qu'à partir de là que vous commencez à y penser. Je vais vous donner quelques idées de formats. Des formats, il y en a vraiment beaucoup. On peut en imaginer plein. Là, je vous donne quelques idées. Là, je vous ai mis des captures que de projets sur lesquels j'ai travaillé. On a évidemment la publicité qui est ultra basique, mais ça marche aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément, ça va marcher dans le cadre de certains objectifs, évidemment. Généralement, on parle de closer à ce moment-là. Sur certaines autres étapes du parcours client, je pense notamment à l'attraction. On va pouvoir faire d'autres types de formats. Moi, le format
dont j'ai envie de parler aujourd'hui, surtout, c'est ce qu'on appelle le format brut, du nom du média du même nom. C'est un format qui est cool parce que déjà, il a évolué. Il y a quelques années, quand on parlait du format brut, on pensait à des images d'illustration sur fond de texte. Aujourd'hui, le format a complètement évolué. On parle d'un personnage qui s'adresse face caméra, qui va bouger, qui va parler directement à son audience, où on assume les erreurs techniques. Il peut y avoir des petits problèmes de flou, des petits problèmes de stabilisation, etc. Ça, c'est pas grave. Et ce que j'aime bien dans ce format, c'est que c'est généralement des formats ultra réel, là où la publicité va être hyper édulcorée, on sait très bien que tout n'est pas vrai, etc. Généralement, le format brut, on a l'impression en tout cas on reçoit un message plutôt réaliste. Ça, je trouve que c'est un format qui marche très très bien sur le web. On a évidemment les chaînes YouTube que vous connaissez bien, les tutos. Là, en l'occurrence, on était dans le resto de Seth Gecko, pour ceux qui connaissent. Les interviews, l'interview c'est 90% de notre boulot, hein, à tous les trois, mais on en fait encore énormément et c'est quelque chose qui marche beaucoup. Le happening aussi, c'est des trucs qui peuvent marcher encore une fois, c'est compliqué parce que peut-être que pour certains d'entre vous ça marcherait pas parce que vos marques sont pas adaptées à ça, mais le happening, là en l'occurrence on était avec Jarry, pour ceux qui connaissent, qui est un humoriste, dans les rues de Limoges sur le Tour de France pour la marque Tourtel, et on a créé des petits moments de vie autour de la marque. Bon, ça reste entre nous, mais Tourtel, moi je trouve ça dégueulasse, mais en tout cas c'était très chouette de pouvoir le faire. Le micro-trottoir, qui est sans piternel, mais ça c'est pareil, ça marche plutôt pas mal. Le web documentaire, ça c'est quelque chose que nous on adore faire et qui va être un petit peu plus long, qui va être un petit peu plus qualitatif. Évidemment, le live stream, ce serait con de parler en live stream et de ne pas le préciser. Donc voilà, il y a plein de formats, il y en a encore d'autres qu'on peut imaginer, à chacun de trouver le format qui lui semble être le plus adapté à sa campagne. Du format, on va pouvoir déterminer le format, puisque on va arriver aussi sur un élément important, puisque ça c'est un élément qui va déterminer l'ensemble de la réal, c'est dans quel format on va tourner. Est-ce qu'on pense au fameux 16/9, hein, qui est ultra classique, mais absolument pas adapté aux stories Instagram par exemple, qu'on préférera en 9/16, hein, au bout. Tout ce qui va être publication, LinkedIn, Instagram aussi, on va plutôt aller chercher le format carré ou 4/5 carré ou 16/9, pardon. Tout ce qui est de 4/5 à 9/16, ça va être plutôt pour les stories. Donc là aussi, hein, c'est super important parce que si vous pensez pas à cet élément dès le départ et que vous tournez en format classique, en 16/9, et qu'à la fin, vous dites « Ah, j'aimerais bien faire une story », bah en fait, votre campagne elle est foirée à cause de ça, quoi. Donc pensez bien à cet élément dès le départ. On va pouvoir entrer un petit peu dans le contenu maintenant, c'est quand même la chose la plus fun. Je vous donne ici quelques clés, mais il y en aura encore une fois, il y en aura encore beaucoup plus, c'est pas exhaustif. Quelques clés un petit peu pêle-mêle. Mais déjà, la première chose, une fois que vous avez déterminé donc, votre format, votre message, etc., vous allez pouvoir commencer à penser artistique, donc penser à faire un mood board. Le mood board, c'est très simple, hein, vous allez regarder, vous allez sourcer, vous allez regarder un peu plein de vidéos sur Internet, et puis essayez d'éviter de regarder que les vidéos de vos concurrents, ce qui est comme quelque chose qui revient le plus souvent, mais regardez des vidéos, faites-vous rêver un petit peu à ce moment-là, vous bloquez pas forcément tout de suite sur le budget, la technique, comme on fait, etc., mais en tout cas, donnez-vous un maximum d'infos, d'inspiration, même en termes de couleurs, notez tous les cadres que vous aimez, pensez à la musique, à l'habillage graphique. La musique, évidemment, c'est un élément qui est super important. Pensez non pas à la musique que vous aimez, vraiment important. Encore une fois, quand je vais vous dire plein de trucs, et je vous dis plein de trucs depuis le début qui paraissent évidents, et je suis sûr que vous dites tous que c'est évident, mais dans les faits, encore une fois, on le voit hyper souvent, des gens qui aiment un style de musique et qui pensent vraiment que c'est adapté à leur marque, alors que pas du tout. Donc, pensez bien à ces éléments-là. Ensuite, on passe sur la durée. La durée dépend souvent du format, hein. Tout à l'heure, quand je vous parlais des interviews, généralement, une interview sur le web, on va essayer de ne pas durer
pas faire plus que 2-3 minutes gros max. Un web documentaire, on va pouvoir aller chercher un petit peu plus loin sur une dizaine de minutes. Un reel, on va se dire qu'on est plutôt sur 15-45 secondes. Enfin, vraiment, la durée elle est importante. Et là encore, c'est un vrai objectif, quoi. C'est-à-dire que quand on nous dit souvent, bah, on voudrait faire une vidéo de 2 minutes, il faut que ce soit impactant, etc. Et en fait, à la fin, on arrive à des vidéos de 4-5 minutes parce qu'on veut absolument faire passer un maximum de messages. On paye, on veut rentabiliser un petit peu l'investissement, sauf que bah, en fait, on sort complètement de ce qu'on avait déterminé au départ, et ce qu'on avait déterminé, c'était censé être ça qui est efficace, quoi. Donc déterminer une durée et tenez-vous-y. En parlant de durée, pensez bien à l'approche. Donc là, quand j'ai écrit X premières secondes, puisque ça dépend encore une fois de votre format, hein. Si vous êtes sur un reel, il faut qu'en 3-4 secondes, on garde l'attention. Si vous êtes sur YouTube, on peut se permettre d'être un petit peu plus long sur une trentaine de secondes, parce que évidemment, les modes de consommation de la vidéo ne sont pas les mêmes. Donc vous avez des formats interview où vous pouvez vous permettre qu'il ne se passe pas grand-chose pendant 2 minutes parce que ça fait partie du format, etc. Donc là encore, l'approche est hyper importante. L'ambiance musicale, j'en ai parlé. La générosité, ça c'est un point qui est super important pour moi. C'est pas forcément un truc que vous allez voir dans les livres de market ou un truc comme ça, mais quand une audience, elle vous offre 5 minutes de son temps, une trentaine de minutes dans votre cas en ce moment, il faut lui rendre quelque chose. Il faut lui donner quelque chose à votre audience. Ça peut être du rire, ça peut être de l'émotion, enfin, ça peut être de l'info. Une des... tout à l'heure, c'est vrai que le titre de la conférence, c'est les erreurs. Moi, j'ai essayé d'amener un côté plus positif, mais une erreur classique, c'est l'égocentrisme. Vraiment, enfin, encore une fois, c'est ultra basique ce que je suis en train de vous dire, mais en vidéo, c'est tellement vrai. Même dans la vraie vie, hein, enfin, tout à l'heure, vous avez bu un coup, vous avez peut-être rencontré des gens. Si vous avez parlé avec quelqu'un qui, au bout de 10 minutes, vous n'avez toujours pas demandé ce que vous faites ou qui ne sait même pas qui vous êtes, globalement, les 10 minutes qu'elle vous a pris, enfin, elles sont volées, quoi, en fait, en vrai. Et en vidéo, c'est vraiment vrai. Donc, pensez-y et pensez aux besoins de la cible. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Et en échange, elle vous apportera ce que vous attendez d'elle. Mais c'est pas... Enfin, voyez-le comme ça. Et 2 derniers petits points d'accessibilité. Alors, les sous-titres, c'est ultra important puisqu'on a 80% des vidéos qui sont lues sans son aujourd'hui. Donc, s'il y a une importance dans la voix, etc., prévoyez-le. Et au-delà de ça, il y a une histoire d'accessibilité qu'on oublie. Et moi, le premier, on est tous des super mauvais élèves là-dessus, que ce soit en vidéo, que ce soit sur les accès des sites internet, etc. On oublie qu'il y a des personnes malvoyantes et des personnes malentendantes qui peuvent aussi faire partie de nos cibles. Et c'est important de faire en sorte que les formats qu'on leur propose leur soient accessibles. Donc pensez bien aux sous-titres et aux audiodescriptions. On arrive ensuite sur le calendrier. Donc bon, j'ai fait un mini rétro-planning, des éléments que vous devez prévoir dans votre rétro-planning, mais là encore c'est assez basique, hein. Prévoyez le temps dont vous allez avoir besoin pour déterminer votre stratégie marketing. Fixez-vous très rapidement une date de diffusion, même si elle peut évoluer, mais en tout cas, fixez-vous la date de diffusion parce que c'est ça qui va vous donner le cap, en fait. La durée de la campagne, ça c'est important. Est-ce que vous êtes sur une campagne publicitaire où vous allez, pendant une semaine, bombarder de diffusion, ou alors sur quelque chose d'un petit peu plus long, sur 2 semaines, 3 mois, etc. Un petit point qui est important dans le timing, c'est les allers-retours entre votre prod, en tout cas la production, et votre hiérarchie. Je ne sais pas comment, chacun va être structuré différemment, mais si vous faites une vidéo que vous présentez au N+1, qui lui-même doit présenter au N+2, et ainsi de suite, avec la validation finale du Big Boss, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps, ça, et déterminer dès le départ comment ça va se passer, d'où l'importance d'aller bien valider la stratégie marketing dès le départ. Petit point important, tout le monde voudra apporter sa patte. On en revient au fait que la vidéo c'est quelque chose de créatif et tout le monde voudra
se dire ah tiens la musique c'est moi qui l'ai trouvée, c'était trop bien et machin etc. Faites en sorte, en tout cas nous c'est ce qu'on fait, alors c'est un petit peu, c'est une petite stratégie de commerciale on va dire, mais c'est de toujours laisser certains espaces à la créativité, certains espaces sur lesquels on sait qu'on a un peu de flexibilité pour que nos clients puissent apporter aussi ce qu'ils ont envie d'apporter. Et je vous conseille aussi de le faire si vous avez des hiérarchies qui sont un petit peu qui aiment bien se faire mousser sur la vidéo, enfin en général. Évidemment, de là déterminer la période de tournage, elle pourra évoluer hein, évidemment en fonction de votre boîte de prod, mais ça c'est important. Là encore, tout à l'heure, je parlais de la diffusion qui va être un cap. La date de tournage est aussi un cap. Ça rend le projet concret et réel. Et puis, prévoyez aussi une petite période de benchmark des différentes boîtes de production. Vous en avez plein. C'est ultra concurrentiel. Donc, prenez le temps de choisir la bonne. Et justement, petite slide sur la différence entre une bonne et une mauvaise boîte de production. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une boîte de prod ? Une boîte de prod, sur le papier, c'est une boîte qui est là pour traduire en images votre stratégie marketing. C'est ni plus ni moins qu'une boîte de traduction, sauf qu'au lieu de traduire avec des mots, elle traduit en images. Sur le papier, elle est là que pour ça. Évidemment qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes qui ont une approche marketing, et évidemment, je vous conseille d'aller vers ce genre de boîte, puisque c'est des boîtes qui vont comprendre votre environnement. Donc pour moi, c'est une boîte qui va allier la technique, l'artistique, l'organisation et le marketing. L'organisation, pourquoi ? Tout simplement parce qu'une boîte de prod, c'est une boîte de gestion de projet en fait. On vous donne un projet, la boîte est là pour le réaliser. Et la boîte est là pour aller chercher les meilleures personnes, les mettre dans les meilleures conditions possibles et réaliser le projet à la fin, que tout le monde soit content. Si vous dans vos premiers échanges avec une boîte, vous voyez qu'ils ne sont pas super bien organisés, allez pas chercher plus loin, même si c'est des très bons artistes, même s'ils sont très bons en technique, globalement, vous allez passer des mauvais moments. Idéalement, c'est une boîte qui a des références dans votre secteur ou sur le format que vous souhaitez réaliser. Là encore, ultra basique comme conseil, et pourtant, je peux vous dire que depuis que, moi c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, mais ça fait 12 ans que je fais ça, ça fait 12 ans que c'est mon métier, et je vous jure que j'ai 90% des boîtes qui ne me demandent même pas ce que j'ai fait avant, qui ne me demandent même pas à regarder ce que j'ai fait avant. Moi, ça me fait halluciner. Je ne sais pas vous, les gars, si vous confirmez, Max et Julien, ce que je dis là, mais ça me fait halluciner de voir à quel point on me fait confiance, et ça fait hyper plaisir, hein, évidemment. Moi, je suis le premier content de ça, mais je vous conseille vraiment pas de faire ça, quoi. Enfin, je vous conseille vraiment de regarder ce que font les boîtes avant. Et pourquoi aussi ? Tout simplement parce qu'une boîte, enfin, ce qu'elle vous montre, c'est quelque chose dont elle est fière. On a tous fait des trucs où on envoie une V1 dont on est fier. La V2, on est un peu moins fier parce qu'on nous a fait enlever ou rajouter tel ou tel truc. La V3, on la trouve complètement à chier, et donc celle-là, on la montre pas. Le client, il est content, c'est super, et tout le monde, enfin voilà, c'est le but. Mais nous, on ne le montre pas parce qu'on n'a pas envie de montrer, on n'a pas envie qu'on considère que c'est notre travail. Donc si le portfolio présenté par la boîte ne vous plaît pas, ça veut dire qu'ils sont fiers de ce qu'ils montrent. Donc voilà, encore ultra basique, mais passez à côté, quoi. Ensuite, vérifier son niveau d'écoute, ça c'est important. L'agilité, la flexibilité, tout ça c'est important aussi en vidéo. Même si elle est là pour apporter sa patte, elle doit quand même vous écouter. Donc vérifiez si vous pouvez lui demander un mood board aussi, c'est-à-dire que vous lui transmettez toutes les infos que vous avez glanées, et puis voyez comment elle comprenne ces infos-là avec un mood board. Donc tout simplement, hein, vous lui demandez juste de vous envoyer quelques refs, pas forcément les leurs, mais quelques refs qui leur font penser au mood board, enfin à la stratégie que vous leur avez présentée. Et voyez s'ils sont ouverts aux ateliers de coécriture. Ça c'est super important parce que les ateliers de coécriture, c'est aussi comme ça que vous allez transmettre tous les éléments de votre stratégie. J'en parlais tout à l'heure, hein, la méthode de gestion de projet, c'est ultra important. Et puis voilà, après ça c'est mon petit côté militant, mais je pense qu'une bonne boîte de prod, c'est aussi une boîte qui sait payer ses collaborateurs rapidement et qui leur fait pas subir les décalages de trésor. Aussi, en tant que client, on doit évidemment essayer de faire en sorte de payer rapidement, mais
mais c'est un élément qui est important. C'est pas à la boîte de prod de faire subir à ses indépendants. Encore une fois, hein, souvent, c'est des indépendants qui sont des petites structures, et donc le rapport avec les indépendants est hyper important. Et puis après, à la fin, c'est encore une fois ultra basique, mais le feeling, quoi. Le feeling, vous allez passer 3, 4, 6 mois avec une boîte de prod à développer une campagne. Le feeling est hyper important. Vous allez peut-être voyager avec, vous allez peut-être passer plusieurs jours en plateau avec, vous allez finir au resto le soir, probablement, si c'est un déplacement, vraiment, enfin, c'est Astier, enfin Alexandre Astier qui dit un truc génial, qui dit qu'il ne travaille qu'avec des gens avec qui il pourrait déjeuner. C'est vrai dans beaucoup enfin, c'est vrai tout le temps en fait. Donc ça me semblait important de rappeler ce basique. Slide juridique, ça c'est chiant, mais c'est important. Parce que ça, c'est des éléments qui peuvent vraiment, là encore, foirer les campagnes. Le droit à l'image des intervenants, ultra basique, on le fait jamais. Enfin, je dis on, pas moi, mais dans la vraie vie, c'est très très rarement fait. Et clairement, ça, c'est un élément qui, si vous le faites pas, si vous faites intervenir un de vos collaborateurs et qui s'en va 6 mois après le lancement de la campagne, voire même avant la campagne, j'ai eu le cas là, il y a 6 mois, on a fait un certain nombre de vidéos, on a fait 9 interviews et 2 mois plus tard, sur les 9 personnes qu'on a interviewées, il y en a 6 qui partaient de leur boîte respective. Donc autant vous dire que clairement le client n'était pas très content. Donc pensez à ça, au droit à l'image, fixer des durées qui sont inattaquables, hein. Allez pas chercher une durée toute la vie, ça sert à rien, mais une durée d'utilisation de l'image pendant entre 2 et 5 ans, c'est plutôt raisonnable. Ayez les droits des lieux dans lesquels vous tournez, évidemment, ça aussi c'est super important. Quand vous tournez récemment j'ai tourné un event au Palais de Tokyo, on a le droit de filmer le parterre, on n'a pas le droit de filmer les murs avec les œuvres d'art. Donc autant vous dire que c'était compliqué, mais c'est important parce que si vous filmez les murs, c'est pas diffusé, quoi. Pareil, typo, musique, image, ultra important pour les musiques. Souvent on achète des musiques sur des sites libres de droit, donc on peut télécharger une musique avec une watermark. Je vous jure que ça arrive hyper souvent qu'on entende, nous, des campagnes lancées où la watermark n'est pas enlevée, quoi. La watermark, c'est une espèce de petit parasite sonore avec le nom de la plateforme et on l'entend, quoi. Donc c'est vraiment basique, mais nous, ça nous fait marrer, mais pensez à ça. Droit de survol de drone aussi, je ne l'ai pas précisé, mais je suis opérateur drone et on me demande jamais de prouver que j'ai bien l'autorisation de voler. Ni mon diplôme, ni les déclarations de préfecture et tout. Et là, je bosse pas avec France Télé en ce moment. En ce moment, ils se prennent des 70 000 balles, des 80 000 balles, des trucs comme ça d'amende, quoi. Donc, et vous, en tant que de marque, vous serez aussi embêté par ça et vous devrez aussi payer les amendes. Donc, juste, il me reste combien de temps? 10 minutes avec les questions. Ok, cool. L'originalité des idées, évidemment, fait partie aussi de l'importance juridique, hein. Vous ne pourriez pas, par exemple, recréer le plateau de Burger Quiz pour valoriser votre marque, hein. Sinon, les personnes qui ont la licence vont très rapidement vous appeler. Les rushs, c'est un petit point qui paraît pas important, mais qui peut être souvent un petit sujet avec vos boîtes de prod. Les rushs ne vous appartiennent pas, même si c'est vous les payeurs. Les rushs appartiennent à la boîte de prod. Donc, si vous en avez besoin, si vous savez que vous en avez besoin par la suite, dis-les-le dès le départ. Ça peut être gratuit, c'est rare, c'est très rare. Mais en tout cas, si c'est un point si vous êtes archivé, voire réutilisé par la suite, dis-les-le dès le départ. Et puis les délais de paiement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, on va passer rapidement sur la diff. Sur la diffusion, juste quelques petites clés. Assurez-vous que l'export effectué corresponde au mode de diffusion. Si de la vidéo, ça sert à rien de mettre une vidéo beaucoup trop lourde si sur certains, ça va servir par exemple sur Vimeo Vimeo, YouTube qui vont être capables plutôt de compresser de la bonne façon. Évitez de le faire sur Insta par exemple. De toute façon, même sur LinkedIn, qui n'est pas forcément adapté pour ça. Après, c'est basique, hein, pensez en amont aux messages qui accompagneront vos posts, les vignettes ultra importantes.
les vignettes puisque c'est ça qui va donner l'envie de cliquer ou pas. Donc pensez aux vignettes, aux reposts, et puis collecter un maximum de données qui vous permettront de faire un bilan. Là encore, sur le bilan, c'est vous qui, en fonction de vos objectifs, allez déterminer quels éléments seront importants pour vous. Mais on peut avoir évidemment le nombre de vues cumulées, la durée moyenne des vues, le taux de conversion, etc. Et pensez aussi au retour informel. Aux commentaires, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à collecter. Et évidemment, mais ça, je pense que vous l'entendrez sur toutes les conférences, n'abandonnez pas si les chiffres ne sont pas atteints. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, vous ne fixez pas forcément dès votre première campagne un truc ultra ambitieux, testez. Faites d'abord des campagnes qui sont un peu moins ambitieuses, testez, voyez ce que vous avez amélioré ou pas, et puis pour arriver à la campagne ultime, quoi. Quelques tips pour les vidéos à faire soi-même. On pourrait faire une conf juste là-dessus, mais je vous en donne quelques-uns. Au niveau du matos, on entend souvent parler Enfin, moi, j'entends souvent, ouais, qu'est-ce que tu me conseilles en termes de caméra, etc. La caméra, globalement, on s'en fout un peu. Ils vont me tuer, là, les deux, s'ils entendent ça, surtout lui, qui en a 95 chez lui. Une bonne caméra, quand on veut faire les vidéos soi-même, ça ne sert pas forcément à grand-chose puisqu'on ne sait pas forcément l'utiliser. Donc un bon téléphone peut largement suffire. La caméra viendra avec le temps. Si vous faites des campagnes régulières, que vous aimez ça, que vous voyez que vous avez du temps d'apprentissage pour ça, là, ça vaut le coup. Mais au début, si vous avez 3 000 – 4 000 € à mettre, ça ne sert à rien de la mettre dans une caméra. Mettez plutôt de l'argent dans un micro qui va être compatible avec votre téléphone, cravate ou main. Et de la lumière surtout. Alors la lumière, c'est un truc mais énormissime. C'est-à-dire que si vous filmez un sujet juste en dessous, par exemple des néons comme ça, la lumière, elle va arriver ce qu'on appelle en douche. Ça va créer en fait des ombres sous les yeux, sous le nez, c'est affreux. Vous lui mettez juste une petite lumière en face. Vous savez, vous avez une espèce de petit ring là qu'on met autour des téléphones. Ça fait une énorme diff et ça doit coûter 300 balles, quoi. Donc ce genre d'élément-là est super important. Le côté, viens, on filme sur fond blanc, évitez, sauf si vous n'avez pas grand-chose à raconter, mais globalement, le fond doit raconter quelque chose aussi. Donc pensez-y. Généralement, nous, on va chercher, quand on fait des interviews, des choses comme ça, on va chercher de la profondeur. On va vraiment chercher à ce que le fond, il caractérise le personnage. Le selfie wide, donc c'est-à-dire vous prenez en mode selfie comme ça, avec le grand angle, ça c'est vraiment affreux, je vous jure, mettez le nom de quelqu'un que vous trouvez beau, même cette personne-là sera affreuse avec beau ou belle, affreuse avec un selfie wide. Préférez plutôt poser le téléphone quelque part, écartez-vous, tout simplement parce que le selfie wide, c'est un grand angle, et du coup, le grand angle déforme les côtés, et donc on a vraiment la tête déformée, quoi. Donc oubliez ça, vraiment, s'il vous plaît. Et puis en logiciel, vous pouvez utiliser CapCut, ultra simple sur téléphone, ou iMovie sur Mac. Encore une fois, si vous avez besoin d'autres conseils, venez me voir, mais ces conseils-là me semblaient les plus pertinents. Voilà, j'espère que cette conférence vous a apporté quelques petits rappels importants. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Thibaut. Merci. Est-ce qu'on a une question? Oui. Après, il y aura la question mug. Déjà, merci pour l'intervention. Tu parlais des erreurs. Est-ce qu'il y a des formats de vidéo qui sont vraiment à proscrire aujourd'hui? Je pense par exemple au motion design, au video scribing. Est-ce que c'est quelque chose à oublier ou J'en ai pas parlé parce que là on est vraiment sur souvent le motion design, on est sur quelque chose d'une présentation de produit ou des choses comme ça. Si c'est très didactique, je trouve que c'est une très bonne chose. Moi j'en ai pas parlé parce que je trouve que ça déshumanise vachement le côté motion design avec des petits bonhommes où on met juste on essaye d'enlever un maximum d'éléments humains pour que ça parle à tout le monde. Moi je trouve qu'il vaut mieux prendre un risque, mettre une cible, mettre un être humain qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais qui parlera à ceux à qui vous avez envie de parler. Moi c'est mon avis, mais il est pas c'est pas une vérité, quoi. Bonjour, vous avez parlé de vignettes pour les vidéos. Ouais. Est-ce que vous avez des tips justement pour avoir une bonne vignette qui fait cliquer?
Des animaux et des bébés. Non, c'est très... Ça dépend du format. Tu vois, si tu es sur un format tuto où tu dois répondre à une question, le titre... Après, en fait, on voit archi souvent... quand on est sur des formats tuto, par exemple, on voit archi souvent la gueule du présentateur qui fait une tête genre waouh, un truc comme ça. Bon, ça a marché. J'ai l'impression que maintenant on le fait tellement que ça marche peut-être un petit peu moins. Mais ouais, l'idée c'est quand même d'aller chercher le besoin du client et de la cible, pardon, et de voir si dans ta vignette tu arrives à y répondre directement, quoi. Évitons, là encore, franchement, le putaclic, ça marche, mais enfin, on a une âme, quoi. Donc voilà, après chacun voit combien elle coûte, quoi. Vraiment. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Non? Alors vas-y. J'avais une question, c'était par rapport aux sous-titres. Ouais. Après, c'est mon cas personnel, mais Ouais. dès l'instant que je vois une vidéo avec des sous-titres, en fait, mon œil est directement concentré sur les sous-titres et pas la vidéo. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre des sous-titres? En fait, le sous-titre, tu peux l'utiliser comme un élément graphique qui va justement renforcer certains messages. Tu as le sous-titre classique qu'on voit, que tu veux activer les sous-titres, mais tu peux aussi, en fonction, par exemple, sur Insta, sur les Reels Insta, on a de plus en plus des sous-titres qui apparaissent mot par mot. Ça renforce vachement le dynamisme. Tu peux faire ressortir certains mots par rapport à d'autres, etc. Et après, là encore, tout dépend de. C'est toi en tant que réel qui dois décider d'où est-ce que l'œil du spectateur va. Donc si tu estimes que le sous-titre il va aller à l'encontre de ton message, t'en mets pas. Mais encore une fois, oublie pas, en tout cas sur les réseaux sociaux, que t'as 4 chances sur 5 pour que pour qu'il la regarde sans son. Donc c'est quand même un peu incompressible. J'ai pas précisé un petit truc, mais je précise tout de même que faire une vidéo, c'est rien à voir avec les sous-titres, hein, mais je précise tout de même que faire une vidéo, c'est quelque chose de polluant. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui fait appel à des ressources. On a les mêmes contraintes que dans le web, sauf que nous, on se déplace, sauf que on doit acheter des accessoires, etc. Donc, pensez à ça aussi. C'est un élément qui est important. Et du coup, on arrive à la question Mug. Est-ce que vous pouvez me rappeler la citation exacte d'Alexandre Astier? C'est pas celle que j'ai dit, enfin c'est la vraie exacte. Est-ce que vous la connaissez? C'est ça. Je travaille plus avec des connards. Et si vous avez, s'il y a un truc à retenir de cette conférence, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci.